vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, le bonsoir Frédéric Brindel. Bonsoir à tous. C'est vendredi, hein ouais. Il y en a qui partent en vacances, vous avez entendu ça? Vous avez envie de partir en vacances? Mais pas du tout, bon, pas on du est tout. content d'être là, non? Très content avec les auditeurs de Sud Radio. Quand même. Voilà. Bienvenue à tous, à toutes sur Sud Radio. Envie d'être notre auditeur phare, tiens, et de partager vos avis lors de nos vraies voix de l'été. Vous appelez Aude au 0826 300 300. Vous ne ratez pas évidemment cette occasion, hein, parlons vrai ensemble sur votre radio préférée. Alors notre débat de 17h30, François Ruffin, député du groupe non inscrit, a rapidement écarté la question. Marine Tondelier, chef des écologistes, s'interroge sur le but plutôt que sur les alliances. Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbiel, Henrik Davy, Daniel Simonet, je l'ai bien descendu, exclu de LFI, lance le mouvement l'après. LFI veut que le Premier ministre soit issu de son groupe majoritaire, alors que ce que le Parti socialiste refuse. Hein. Jean-Luc Mélenchon affirme, lui, vouloir être une solution, tandis que Gérald Darmanin est prêt à gouverner avec les socialistes et le rompt avec LFI, qualifiant leur programme de délirant. Au bout du compte, il ne devra en rester plus qu'un pour Matignon, un homme ou une femme, et surtout un parti. Nous vous posons la question pour le grand débat de 17h30, hashtag législative. À gauche, quel discours vous semble le plus compatible avec Matignon? 1. Le PS, 2. l'écologiste, 3. le PC, 4. LFI. Vous donnez dès maintenant votre avis sur la question sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat. Et vous votez, vous êtes déjà à 62% pour le PS et 30% seulement pour LFI. Pour notre coup de projecteur de 18h40, nous allons nous pencher sur l'émergence de Gabriel Attal comme une figure centrale de la politique française, notamment avec sa probable nomination en tant que président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, alors que des figures majeures comme Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont retirés. Nous souhaitons explorer comment ces changements influencent la dynamique politique actuelle et ce que l'avenir pourrait réserver pour Gabriel Attal dans son nouveau rôle. Il est tout gentiment en train de tuer le père. Il a mené la campagne Vent debout. Nous lançons le coup de projecteur de Sud Radio. Donc avec cette question, hashtag législative, Gabriel Attal a-t-il la stature d'un futur président de la République? Vous nous donnez là aussi votre avis dès maintenant sur le compte X. Tout à fait. Vous nous dites non à 91%, c'est assez clair. Nos vraies voix du jour, nous sommes avec... l'excellent Pierre-Yves Martin. Bonjour. Toujours une voix posée, pondérable. Ça vous ira comme présentation? Oui, mais j'ai été toujours habitué avec vous à beaucoup de propos positifs et voire flatteurs, mais vous êtes touché. Et si vous êtes touché, moi aussi, les auditeurs aussi, nous sommes tous touchés. Allez, un petit mot pour Tom Conan. Alors Tom Conan, c'est un écrivain superbe qui sort d'ailleurs un nouveau livre. Oui, on peut dire le titre? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Alors il faut le dire. C'est vrai. Non, Ouais. ça s'appelle Capital Rose Ouais. et ça sort effectivement fin août, la rentrée littéraire. Et Judith nous fait l'honneur de montrer la couverture où on voit un torse plutôt agréable à voir. C'est le mien, hein, vous avez qui pris. n'est pas le mien, mais C'est parce que je me c'est dommage, je reconnaissais. croyais que je vous voyais tout nu. Voilà. C'est chez Albin Michel, hein, ça sort fin exactement, août. chez Albin Michel. Voilà. Et puis Corinne Tapiero. Bonsoir. Alors, attention, si Corinne. vous voulez écouter quelqu'un qui n'a pas la langue de bois, qui dit clairement ce qu'elle pense, c'est Corinne Tapiero, justement. Ben voilà. Et puis si vous avez envie de parler vrai sur Sud Radio, parce que c'est votre radio et que vous savez que vous pouvez le faire, vous nous appelez au 0826 300 300 et il est temps de filer au répondeur. Les vraies voix Sud Radio. Oui, Richard Toulouse, bonjour. Je voulais savoir si vous pouviez poser une question à vos chroniqueurs. C'est comment ils voient la suite après les dérapages de Biden qui sont de plus en plus nombreux sur le fait qu'il est appelé Zelensky Poutine. Et en fait, moi je pense que les démocrates vont jouer un coup. En dernier lieu, ils vont sortir un candidat le plus à droite ou le plus républicain possible pour essayer de ratisser au centre. Et ceux qui sont dans l'aile gauche du Parti démocrate, ils seront, comme en France, obligés de voter pour ce candidat, même s'ils ne l'apprécient pas. Et si Biden ne se retire pas, je le verrai bien mourir. Voilà, c'est la deuxième phase. C'est clair. Qu'est-ce qu'en dit de vos chroniqueurs? Alors Richard de Toulouse, les vraies voix, on va vous faire réagir. Bonne journée, merci Richard. On va vous faire réagir les vraies voix, mais là il y a un truc qui est en train de se passer, c'est que le Tour de France est en train d'arriver. Oui, allez, direction jingle. Agriconomie.com, le site partenaire de
des agriculteurs présente Sud Radio fait son tour de France. Et on est avec Vincent Barthaud. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir Vincent. 13e étape, Agen-Pau, 165 km 500. Ça va se jouer au sprint, Vincent. Oui, exactement. Après une arrivée vraiment incroyable, une étape où ça s'est vraiment passé très rapidement. Il y a eu pratiquement plus de 48 km/h dans la première heure, 50 dans la deuxième. Beaucoup de vent sur cette étape de Agen-Pau, mais un petit groupe d'une cinquantaine, parce qu'il n'y a pas tout le peloton, il y a beaucoup eu de coureurs de lâcher aujourd'hui. On est exactement maintenant à 800 mètres de l'arrivée. C'est toujours les équipiers de Binyam Girmay qui sont en train de mener. Abraham Sen a tenté de s'échapper tout à l'heure à une chute. Incroyable, une chute où Arnaud Delis a été bloqué dans cette chute. Il a été bloqué avec quelques coureurs. Il y a aussi Wout van Aert qui est maintenant en deuxième position. Ce sont toujours les coureurs des sprinters qui emmènent. Il y a Jasper Philipsen, alors qu'Arnaud Delis était bien placé. On voit un petit peu Arnaud démarre. Il y a vraiment eu une cassure. Arnaud démarre qui est toujours bien placé dans ce côté où un coureur de la Française des Jeux tente d'attaquer Philipsen. Jasper Philipsen, le coureur de l'équipe Alpecin, qui est en train de lancer ce sprint. Il est toujours en avant à quelques mètres de l'arrivée et il va légèrement s'imposer devant Wout van Aert. Jasper Philipsen qui signe aujourd'hui sa deuxième victoire d'étape sur le Tour. Un final où franchement c'était assez dangereux, mais vraiment ceux qui n'ont pas gagné ont toujours à prendre des risques. C'est incroyable cette victoire de Jasper Philipsen. Pas de changement au classement général. Oui, ils sont à peu près 4 à 5 à être tombés dans le final. Oui. Voilà, et à noter que Tadej Pogacar, le maillot jaune, est arrivé pratiquement dans les 10 premiers. Merci Vincent, donc victoire de Jasper Philipsen pour cette 13e étape à Pau. Tout à fait. Alors nos vraies voix vont réagir au petit message de notre répondeur Richard qui nous appelait de Toulouse et qui disait qui parlait du fait que Biden a appelé Zelensky par le nom de Poutine, qui est son ennemi juré, et qu'il disait que les démocrates vont sortir quelqu'un du chapeau finalement à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Yves Martin ? C'est ce qui se dit depuis quelques semaines. Effectivement, je crois qu'il y a un congrès qui est prévu démocrate qui est prévu fin août, et dans ce cadre de ce congrès, notamment Obama et Clinton auraient échangé sur l'opportunité de trouver un remplaçant. Mais après, la question c'est de savoir qui est le bon remplaçant dans un contexte face à Trump, qui est un candidat complexe à gérer et à affronter, je trouve. Bon, notre auditeur a dit, je le vois bien mourir. De toute façon, tout le monde est amené à mourir un jour. On va tous mourir. Voilà, le tout est de savoir quand. Mais certains plus tard que d'autres. Il semble que ça se rapproche quand même pour Joe Biden. C'est quand même un peu triste, effectivement, ce qui se passe. C'est un peu pathétique, et ça fait quand même plusieurs mois qu'il y a quand même des traces, des marques de sénilité chez Biden. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu tard, en fait, pour former quelqu'un, pour faire émerger quelqu'un, pour qu'il soit vraiment populaire suffisamment pour affronter l'ogre, on pourrait dire Trump. C'est ça qui est un peu regrettable. Donc je pense qu'effectivement il faut se décider assez rapidement pour que la personne, la candidate ou le candidat ait vraiment ses chances face à Trump. Corinne Tapiro, vous pensez qu'il a des chances quand même encore, s'il y a un nouveau candidat justement ? Écoutez, l'histoire est très simple, c'est que il est dans les tuyaux depuis quasiment plusieurs mois, qui pourrait être remplacé au pied levé par Michelle Obama. Donc, et tous les spécialistes disent que c'est pas possible. Vrai, ouais. Alors ils disent que c'est pas possible. Néanmoins, quand on regarde un petit peu la politique américaine, on se rend bien compte que tout se joue entre quelques grandes familles, les Kennedy, les Bush, les Obama, les Clinton, etc. Et on tourne en boucle. C'est pour ça qu'ils ont finalement un personnel politique qui vieillit de plus en plus. Les gouverneurs qui sont pressentis veulent pas y aller parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves pour devenir un président des États-Unis, parce que c'est quand même pas rien. La situation est très inquiétante. Moi, je suis persuadée qu'il ira jusqu'au bout et qu'il voudra pas partir. Il y a l'option Kamala Harris éventuellement, mais je crois qu'elle n'est pas très aimée. Et puis elle n'est pas aimée. Alors, on est pris par le temps. Je suis désolée, on est obligé de passer à notre auditeur du jour, notre auditeur fil rouge. Oui. Bonjour Paul, vous nous appelez du Lot-et-Garonne.
Oui, bonjour à tous. Je vous appelle du village du Lot-et-Garonne. Qui s'appelle comment? Il s'appelle comment votre village? Rasimé, à côté de Marmande. Rasimé. Ah, à côté de Marmande, le Grand Prix de la tomate. On parlait de cyclisme. C'est une course. Alors vous, Paul, oui, bien sûr. Vous voulez, votre coup de gueule, c'est vous trouvez qu'il faut laisser l'écologie aux agriculteurs. Dites-le nous en quelques mots. Voilà, laisser l'écologie du réel aux agriculteurs, parce qu'on sent que dans les tractations en cours là pour former un gouvernement par des gens qui sont minoritaires, parce que si on prend les partis, c'est pas eux qui sont à tête, bon, mais ça c'est autre chose. Et nous, on est confrontés à des difficultés récurrentes dans l'agriculture. Les mouvements agricoles qu'il y a eu, c'est pas par plaisir que les gens ont quitté leur ferme pendant plusieurs jours, pris leur tracteur, fait des centaines de kilomètres. Et aujourd'hui, on se rend compte que les tondeliers, elle revient un petit peu dans le jeu. Donc si on a ces gens-là, ou à l'écologie, ou à l'agriculture, ça va être très compliqué pour nous. Nous, on est en concurrence avec la terre entière. En France, il faut savoir, c'est un marché ouvert. On a des normes et des contraintes que personne n'a. Et aujourd'hui, on va se retrouver face à ces gens-là. Alors moi, je pose des questions simples. Il y a eu des incendies en Gironde et en Dordogne. Ils étaient où, les écolos? Il n'y en avait pas. Les agriculteurs, ils y étaient. Hier, il y a eu un orage de grêle assez dévastateur sur le nord du Lot-et-Garonne, sur la Dordogne et autres. Les agriculteurs ont quitté leurs travaux pour aller aider les agriculteurs sinistrés. On ne va pas prendre des leçons par les écolos aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y a cette dichotomie. Vous restez avec nous pendant cette heure. Vous allez jouer avec nous, vous allez faire plein de choses avec nous. 0826 300 300 si vous voulez participer. Chers auditrices, chers auditeurs, vous le faites. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous avez bien raison. On est bien avec vous. Qu'est-ce qu'on est content de recevoir Félix Mathieu et ses 3 mots dans l'actu. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Félix, vos 3 mots dans l'actu du jour. Confusion, spectacle et violence. L'objectif était de rassurer, c'est loupé. Joe Biden a confondu Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, mais aussi sa vice-présidente Kamala Harris avec Donald Trump. C'était hier lors de sa grande conférence de presse. Emmanuel Macron fustige les divisions, le spectacle désastreux donné par son camp. Gérald Darmanin boude effectivement l'élection de Gabriel Attal à la tête du groupe Renaissance. Pendant ce temps, la gauche n'en finit pas de négocier son hypothétique gouvernement. Et puis les fêtes de Bayonne, de nouveau endeuillé un homme hospitalisé entre la vie et la mort après avoir été frappé hier soir. Les vraies voix Sud Radio. Il aurait fallu une performance incontestable pour rassurer son camp et son pays quant à son état de santé mentale. Joe Biden tenait hier sa grande conférence de presse. Alors oui, il s'est montré combatif. Sauf que les 2 phrases qui resteront seront celle-ci, la première d'abord lors du sommet de l'OTAN. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Et maintenant, je veux passer la parole au président de l'Ukraine, qui a autant de courage qu'il a de détermination. Mesdames et messieurs, le président Poutine lance Joe Biden avant de se corriger. Heureusement que son souffle se baisse un peu sur Poutine, parce qu'on est en putsch. Et du coup, Zelensky comprend pas trop. Mais il fait une drôle de tête pendant la vidéo. Il corrige après le président Zelensky, dit-il. Il justifie même. Je suis tellement concentré sur le fait de battre Poutine que voilà, j'ai dit son nom. Bon, c'est sa justification. Sauf que c'est pas tout. Un peu plus tard, lors de la fameuse conférence de presse, il a voulu évoquer les qualités de sa vice-présidente Kamala Harris. Sauf que là encore, patatras, c'est pas le bon nom qui est sorti. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. But I think she's not qualified to be president. Écoutez, je n'aurais pas nommé la vice-présidente Trump comme vice-présidente si je ne la pensais pas qualifiée pour être présidente, lance Joe Biden. Le président des États-Unis voulait donc évoquer, vous l'aurez compris, sa vice-présidente Kamala Harris. En tout cas, Donald Trump n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il regardait visiblement la télé. Il n'a pas perdu une miette de cette conférence de presse. Bien joué, Joe, a-t-il lancé. C'était assez ironique sur sa plateforme Truth Social. Et donc, alors, en tout cas, notre président français, Emmanuel Macron, lui, je me sens un peu pour Biden. Donc, lui, il a défendu Joe Biden. Après, c'est lapsus. C'est normal. Oui, le président de la République qui plaide l'indulgence. Il nous arrive à tous de faire des lapsus. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera sans doute demain. Je vous demanderai la même indulgence qu'il faut avoir entre personnes bienveillantes. Maintenant, j'ai pu discuter avec le président Biden longuement hier lors du dîner. J'ai pu aussi l'écouter échanger en marge des rendez-vous. J'ai vu comme à chaque fois un président qui est aux affaires, en charge, précis sur les dossiers, qu'il connaît bien, un homme expérimenté
parce qu'il est sans doute autour de la table l'un de ceux qui a le plus de profondeur de champ sur ces sujets internationaux et dont la solidité en tant qu'allié, sa connaissance et son attachement à l'Europe sont exemplaires. Moi, ça me rassure. Je ne sais pas vous. C'est donc Emmanuel Macron depuis le sommet de l'OTAN à Washington. Et il a conclu, et je vous demanderai de respecter une minute de silence pour Joe Biden. Allez, le même Emmanuel Macron qui n'a pas fait que commenter l'état de santé de Joe Biden, il a aussi enguirlandé carrément ses troupes. Ah oui, il est sur tous les fronts presque, Emmanuel Macron. Il recevait tout à l'heure les responsables de son camp présidentiel à l'Élysée. Il a fustigé le spectacle désastreux donné par l'ancienne majorité qui a eu du mal à se ranger derrière Gabriel Attal ces derniers jours. Le Premier ministre, finalement, seul en lice pour briguer la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et effectivement, ambiance en Macronie, cette élection ne va pas régler le problème majeur de la ligne politique du parti Renaissance, lance Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dans un message adressé justement aux députés macronistes. Pierre-Yves Martin, ça sent la fracture totale, non ? Pourquoi la fracture ? Je vous pose la question. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Mais je le dis. Non, mais pourquoi ce terme de fracture en fait ? Parce que ça souspille. Il y a plus cette espèce d'union sacrée derrière. Parce que fracture me paraît à la limite trop léger, trop consensuel comme. C'est comme ça que vous le voyez. Moi, je me dis non. J'ai dit un mot trop. On peut le dire, c'est un sacré bazar. Alors bazar, peut-être encore plus. Voilà. Parlons vrai sur Sud Radio. Je suis un peu inquiet et un petit peu désespéré, mais après je vais redevenir positif, mais je suis un peu inquiet et désespéré devant la situation de la politique intérieure et devant la manière dont le président de la République appréhende l'organisation et le dimensionnement politique et institutionnel. Voilà, donc les couteaux semblent être sortis des poches. Et on verra quelle direction ça va prendre, mais je suis pas très confiant. Tom Conan. Il y a une situation qui est un peu anormale parce que effectivement on l'a tous vu largement commenté. Il n'y a pas de majorité absolue qui s'est dégagée. Néanmoins, il y a quand même une Attal qui a présenté sa démission, qui n'a pas été acceptée par le président, comme ça a échappé à personne. Et ça, c'est un peu une situation anormale. La tradition quand même constitutionnelle voudrait que Macron accepte la démission d'Attal pour former les affaires un autre gouvernement. Oui, non, mais bien sûr. Mais il y a un constitutionnaliste notamment dans le monde aujourd'hui qui précise que voilà, si on avait vraiment voulu suivre la lettre de l'esprit de la Constitution, pas ce que dit effectivement les dispositions constitutionnelles, mais l'esprit de la Constitution, on aurait dû quand même se diriger plus rapidement vers une nouvelle nomination, un nouveau Premier ministre. Corinne Tapiro, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, je suis pas d'accord. D'abord parce c'était une tradition. Là, on est face à une situation totalement inédite et je mets au défi n'importe quel constitutionnaliste de dire le contraire. Elle est tellement inédite que si on regarde que les partis, parce que les alliances de partis ne représentent pas ce qu'on peut appeler un vrai groupe politique en réalité. Et en réalité, si on regarde, il n'est pas illogique, compte tenu du nombre de députés qu'obtient Renaissance, pas ensemble, mais Renaissance seule, que Gabriel Attal reste Premier ministre. De surcroît, on est quand même à 3 semaines d'une échéance importante et il serait complètement illusoire de vouloir tout renverser avant les Jeux Olympiques, qui nécessitent quand même un suivi des dossiers et pas seulement aller serrer les mains des uns et des autres. Il a quand même fait une dissolution juste avant les Jeux Olympiques. Il a fait une dissolution complètement insensée. Ce qui se passe aujourd'hui au sein du groupe Renaissance, c'est absolument pas étonnant. Au départ, quand il a été élu, il a fait élire une armée de députés qu'on appelait d'ailleurs des Playmobil parce que ils avaient signé un engagement qui est contraire, lui, en revanche, à la Constitution. Comme quoi, ils voteraient tout. Le doigt sur la couture du pantalon, ce qu'ils ont fait. Et là, maintenant, avec un peu de bouteille politique, un grand nombre d'entre eux se rendent compte que lorsqu'ils vont en circonscription, ils en prennent plein la figure et qu'ils sont vilipendés par leurs électeurs. Retrouvons pourquoi ils ont été Félix Mathieu, parce que ça ne vous a pas échappé, ce sont les 3 mots de l'actu. Et voici le 3e. De son côté, la gauche n'ose plus promettre un nom pour Matignon d'ici la fin de la semaine. Oui, ça négocie dur, visiblement, à gauche. Pas de deadline, admet l'insoumis Manuel Bompard, par exemple. Pas de deadline, c'est la version 2024 du laisser du temps au temps de François Mitterrand. En tout cas, pendant que la gauche parlemente, du côté du gouvernement sortant, le ministre en charge de l'Europe, Jean-Noël Barrot, n'envisage pas, lui, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, il n'envisage pas l'hypothèse d'un gouvernement issu du nouveau Front populaire. Il n'y a pas de soutien possible et durable pour un gouvernement NFP qui appliquerait le programme du nouveau Front populaire. Tout simplement parce que le nouveau Front populaire n'est pas majoritaire en France. Il a certes viré en tête des élections, mais il n'a pas véritablement gagné ces élections. Donc vous êtes sur la même ligne que le Rassemblement national à ce niveau-là ?
Non, je fais simplement l'addition de ce que représente chaque bloc politique à l'Assemblée nationale et je constate chaque fois que je le fais que la seule majorité possible va de la droite modérée à la gauche modérée. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe, élu Renaissance, élu député Renaissance des Yvelines, au micro Sud Radio de Benjamin Glès ce matin. Allez, rapidement, votre troisième mot, violence, celle qui endeuille une nouvelle fois les fêtes de Bayonne. Des fêtes qu'on associe pourtant à l'origine plutôt à ça. La joie, la convivialité, sauf que des fêtes de Bayonne déjà endeuillées l'année dernière par une agression mortelle, elles le sont à nouveau confrontées à la violence cette année. Un quinquagénaire se trouve entre la vie et la mort aujourd'hui après avoir été frappé hier soir par un homme placé en garde à vue depuis. Alors de sources policières, l'altercation s'est déroulée vers 21h15 dans un bus au niveau d'une gare routière mise en place pour ces fêtes. La victime âgée de 58 ans donc qui a reçu un coup à la tête, il a été transporté à l'hôpital, son état s'est dégradé, le pronostic vital est même donc désormais engagé, indique le parquet de Bayonne. Ouais, merci beaucoup Félix. C'est énervant ces fêtes-là. Bon. On essaie de boire un peu moins déjà, c'est mieux, même si je sais que c'est la tradition. Avec modération. Ouais. Allez, chers auditeurs, dans un instant, ça va être votre grand débat. François Ruffin a rapidement écarté la question. Marine Tondelier s'interroge sur le but des alliances, tandis qu'Autain, Garrido, Corbière, Davy et Simonet, exclus de LFI, lancent le mouvement l'après pour soutenir le NFP. Mélenchon veut être la solution. Gérald Darmanin pourrait gouverner avec les socialistes s'ils rompent avec LFI. Un sacré bazar, tout ça. Le nouveau Front populaire souffre et ne tranche pas encore. Qui pour Matignon ? Aidez-les, vous, auditeurs de Sud Radio, en répondant à cette question sur le compte X ou au 0826 300 300 #législative. La question à gauche, quel discours vous semble le plus compatible avec Matignon ? PS, écologiste, PC ou LFI? Alors, quand j'aurai retrouvé le résultat du sondage, je vous le dirai. Donnerez. Voilà, sur X, évidemment. La tendance était pour le PS. C'était plutôt pour le PS. On avait les filles en deuxième tout à l'heure. On était à 62% pour le PS. Bon, allez, vous c'est restez un avec nous. suspense énorme du coup. Attention. Allez, à tout à l'heure. Et vous êtes bien sur Sud Radio avec nous. On est avec vous et on est aussi avec nos vraies voix. Pierre-Yves Martin. Bonjour. Bonsoir. Vous dites bonjour combien de fois vous? Pour les auditeurs qui arrivent, qui nous écoutent. Tom Conan. Bonsoir. Bonsoir. Corinne Tapiero. Eh bien, rebonsoir. Eh bien, voilà. On dit tous bonsoir. On est parti. On est poli. Je vais y arriver. C'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. Jean-Luc Mélenchon serait-il en train de fragiliser l'alliance de gauche? Ça sera évidemment pas lui, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord de gagner des élections. Là, quand il y a autant de rejets, quand il y a même plus de rejets sur Jean-Luc Mélenchon que sur Le Pen ou Bardella, il y a un moment, il faut avoir conscience quel est l'intérêt général. Aujourd'hui, s'il veut rendre service au nouveau Front populaire, il faut qu'il se mette de côté, qu'il se taise. Il est devenu une personnalité extrêmement clivante. Cette gauche humaniste et pro-européenne qui croit dans les vertus de la vérité. Aujourd'hui, c'est François Hollande qui me demande de me taire. D'un débat public apaisé, mais dans des transformations profondes. Je vois à votre réaction que la popularité n'est pas du côté qu'il croit. Allez, encore quelques petites phrases. François Ruffin, député du groupe non inscrit, a vite écarté la question. Non, ce n'est pas moi, pas le sujet. Marine Tondelier, la chef de file des écologistes, ne se pose pas la question de avec qui, mais plutôt pourquoi faire. Clémentine Autain, Raquel Guérido, Alexis Corbière, Hendrik Davy, Daniel Simonet sont écartés de LFI. Ils lancent le mouvement l'après, qu'ils définissent comme un outil politique au service du Front populaire. La France insoumise insiste pour que le Premier ministre de son groupe majoritaire au sein de la pour un Premier ministre de son groupe majoritaire au sein de la coalition, ce que réfute le PS, quand pourtant Jean-Luc Mélenchon dit vouloir faire partie de la solution, pas du problème. Et quant à notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il pourrait gouverner avec les socialistes s'il rompt avec LFI, dont il qualifie le programme de délirant. Parlons vrai, les socialistes et les écologistes manient plus régulièrement la coalition que les communistes et les LFI, n'est-ce pas? Seulement, LFI affiche un plus grand nombre de députés. À votre avis, un de ces quatre partis serait-il capable de gouverner sans majorité absolue? #législative,
à gauche. Quel discours vous semble le plus compatible avec Matignon? 1 PS, 2 écologistes, 3 PC, 4 LFI, 5 le résultat de Judith. Eh bien, le PS arrive en tête à 62%, ensuite vous avez LFI à 30%, et alors pour le PC, c'est 6% et les écologistes 2. Bon, ben voilà, c'est assez clair, chers auditeurs. On va se faire éclairer. On va se faire éclairer par Nicolas Corato, le président fondateur du think tank Place de la République, qui est notre grand témoin ce soir. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à toutes et tous. On fait déjà un petit point autour de la table. Pierre-Yves Martin, vous auriez coché quelle case sur ce petit référendum que nous organisons, pas un référendum, une consultation que nous organisons auprès des auditeurs de Sud Radio? En fait, je me suis interrogé sur la direction de ce référendum, entre guillemets, pour reprendre votre point. Non, en fait, est-ce que c'est pas un faux débat, ce sujet ? Parce que finalement, c'est le président de la République qui a pour fonction de nommer un Premier ministre. Donc en fait, je suis très content de voir que le nouveau Front populaire s'implique dans la mise en place d'une collégialité afin d'identifier un potentiel candidat. Mais pour rien, c'est ça? Mais quelque part, en fait, c'est comme si on théâtralisait un sujet qui n'a pas besoin de l'être, puisque et vous vous doutez bien que le président de la République va se faire un malin plaisir de retrouver quelques couleurs après des semaines d'échecs en étant le maître du temps, le gardien des horloges. Donc vous dites pas de gauche à Matignon? Non, j'ai pas dit pas de gauche à Matignon. Vous le laissez penser. Non. Je dis que c'est bien de voir tout le monde s'exciter, mais en fait c'est le choix du président de la République. Donc quelque part, on s'en fiche un peu. Et Tom Conan, cette gauche qui veut peser sur le débat, il y a quand même, c'est compliqué avec la fragmentation qu'elle connaît sur cet impact justement de sa crédibilité en fait auprès du public. On en est quand même assez loin, non? Alors pour moi, le résultat des urnes quand même appelle évidemment un Premier ministre de gauche, ça me semble absolument évident, et probablement un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, ça c'est certain, et probablement aussi de LFI, puisque c'est quand même la tendance qui a été dominante au sein du nouveau Front populaire, quoi qu'on en dise. Mais après, ça ne veut pas dire forcément que c'est l'option la plus stratégique pour gouverner. Mais si on regarde la lettre du résultat des élections, théoriquement, on devrait avoir un Premier ministre de cette couleur politique-là, ce qui ne veut pas dire que l'orientation générale du gouvernement et du programme devrait forcément coïncider avec le programme du nouveau Front populaire. Ça peut être juste la tête de cette coalition, effectivement, pas forcément le programme. On parle de compatibilité. En revanche, pour être plus précis, je dirais que moi je trouve que la ligne que défend, qu'explique quelqu'un comme Glucksmann est très juste, c'est-à-dire en réalité le résultat des urnes appelle à un programme, au-delà des partis, des mouvements, un programme social-démocrate, c'est-à-dire un programme de gauche, mais effectivement qui n'est pas suffisamment fort à cause de l'absence de majorité absolue pour être uniquement de gauche, si j'ose dire, donc il doit également aller vers le centre, le centre-gauche. Pour ça que l'idée d'une politique réformiste social-démocrate, au sens large du terme, à mon avis, c'est la seule issue possible politiquement. Corinne Tapiero, un PM LFiste... Premier ministre, donc. Oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai, c'est un langage de journaliste. Est-ce que ça serait une idée à abattre, tout simplement, pour vous? Je pense que toute spéculation qui consiste à dire on va chercher un Premier ministre issu des rangs des députés élus, que ce soit LFI à 76 voix, 76 députés, ou le PS à 72, 74, j'ai plus exactement les chiffres en tête, ça fait moins de 12% quand même de l'Assemblée nationale, ça me paraît parfaitement illusoire. Ce qui serait en plus de ça une vraie tromperie pour l'électorat qui a voté non pas forcément pour des gens en fonction de leur étiquette, mais soi-disant, nous dit-on, pour leur programme. Or, ce programme, il est économiquement irréalisable et même mortifère pour les finances publiques. Il est socialement injuste. Et il n'est pas finalisé. Et tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend parler les têtes des 4 partis qui forment cette alliance électorale, il n'y en a pas un qui est d'accord sur un sujet. Et ça, je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron va aller chercher quelqu'un à l'extérieur de l'Assemblée nationale, quelqu'un de neutre qui a une expérience et des institutions et de l'État. Et moi, je pense à Thierry Breton. Voilà, j'ai dit le nom. C'est fait. Bon, alors...
chaque vraie voix a 1, démonté le sujet, 2, donné son avis, et 3, appelle Nicolas Corato, qui est donc notre expert. Et Nicolas, je ne trahis aucun secret en rappelant aux auditeurs de Sud Radio que vous êtes plutôt de sensibilité de gauche. Si vous auriez l'amabilité, depuis votre poste, de nous dire ce que vous pensez de la possibilité que ce soit un PS, soit un LFI, soit un écologiste ou soit un communiste, parce que c'est l'objet de la question, si vous pouvez déjà nous donner une petite tendance avertie et de l'intérieur. Alors, ni tendance, ni de l'intérieur. Je crois que à gauche, comme à droite, comme au centre, les femmes et les hommes de bonne volonté qui tentent de trouver une solution aux problèmes posés par le président de la République font leurs meilleurs efforts, mais sont tous un peu perdus. Et on ne peut pas leur reprocher. Je reviens sur votre premier intervenant qui a raison de dire que c'est pas la gauche, c'est pas la droite, pas l'extrême droite qui a décidé de la situation institutionnelle dans laquelle nous sommes. C'est 2 personnes, le président de la République qui a dissous et le peuple français souverain qui a voté avec un résultat qui est illisible. Non pas ingouvernable, mais illisible. Personne ne sait et n'est capable de dire, en tout cas moi je n'aurais pas l'outrecuidance de le faire, ne sait ce qu'ont voulu dire les Français. Très compliqué de comprendre ce qu'ont voulu dire les Français. Donc à partir de là, la question du Premier ministre, d'abord, elle est institutionnelle. Avant même de savoir qui, il faudrait savoir si M. Macron a envie de nommer un nouveau Premier ministre en lieu et place de M. Attal. Et quand ? Pierre Martin... Moi, j'ai lu une lettre du président de la République qui m'a pas beaucoup éclairé sur ses intentions, ni sur sa capacité à aller vite. Ensuite, 2, la gauche, vous avez dit crédible, pas crédible. Enfin, ce groupe, le nouveau Front Populaire, est arrivé en tête des élections. Il est très loin de la majorité absolue, mais il faut reconnaître qu'il est arrivé en tête des élections. Donc, je ne sais pas si leur programme est bon ou pas. Moi, j'y suis plutôt sensible. Mais comme d'autres millions de Français qui ont voté pour eux et qui ne sont pas tous d'affreux révolutionnaires, le couteau entre les dents. Donc, il faut aussi prendre en compte cette aspiration. Enfin, vous dites désorganisé. Écoutez, comparez un peu avec le reste de l'échiquier politique. Voilà une famille, la gauche, qu'on disait à feu et à sang. En 48 heures, elle s'est unie. En 72 heures, elle a trouvé à se répartir les circonscriptions. En 1 semaine, elle a pondu un projet. Et là, elle est en train de se mettre d'accord sur un nom. C'est pas non plus complètement négatif comme bilan. Ça plaît pas. Il y a des épouvantails qui ne plaisent pas à ceux qui ne sont pas à gauche ou qui plaisent à ceux qui sont à gauche. C'est autre chose. Mais manifestement, ce camp s'organise. Merci Nicolas Corato. Merci. Bon, alors, personne n'a encore répondu à la question, donc on continue, on s'accroche. Allez, on y va. Moi, j'aimais comme ça une hypothèse. Il y en a un autre qui est assez crédible, puisqu'il n'a plus de parti non plus. Il s'est clairement... il est sorti d'NFP, c'est Jérôme Guedj. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Martin ? J'en pense, je reviens toujours sur mon premier sujet. En fait, on fantasme un peu, on peut fantasmer aussi, allez-y, donnez votre opinion. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Non, en fait, je trouve que on vit quand même dans une période d'immaturité extrêmement forte. Immaturité parce que le choix la décision du président de la République révèle, à mon sens, une grande immaturité, de réagir le soir même des résultats et de vouloir, comme ça, tel un enfant capricieux, rejouer avec un jouet cassé. Et il y a aussi de l'immaturité, je trouve, dans le comportement, cette cacophonie au sein de la gauche, de je veux y aller mais je le dis pas, et de cette relation qu'il y a entre les partis ou les mouvements du nouveau Front Populaire et LFI. Et je trouve qu'il y a une espèce d'ambivalence, de jeu malsain entre LFI d'une part et les autres acteurs du nouveau Front Populaire qui rendent du coup la situation peu crédible. Bon, on file au 0826 300 300 avec notre auditeur fil rouge qui est là, le Marmandais. J'ai pas le prénom d'ailleurs, j'ai oublié le prénom. Paul. Mais c'est Paul. Ah oui, c'est Paul. Voilà, je cherchais partout, ça m'énervait. Je cherchais dans mes pages et je ne retrouvais plus le prénom de Paul. C'est quand même terrible. Je me fais une Joe Biden moi aussi. Vous voyez, c'est comme ça. Paul, alors vous sur les 4 options, qu'est-ce qui vous semble? Parce que encore une fois, je reprécise la compatibilité avec cette position à
Matignon qui nécessitera, quoi qu'il arrive, d'être un peu dans le compromis. Quel est votre avis ? Moi, j'ai vu que Macron n'a jamais nommé des premiers ministres avec des caractères très forts. Dès que Édouard Philippe lui a fait de l'ombre, il l'a dégagé. Donc moi, je pense qu'il va choisir une carpette. Le problème aujourd'hui, c'est que la situation économique de la France est dramatique, avec un endettement colossal. Moi, je suis employeur de main-d'œuvre. J'ai des gens au SMIC pour ramasser mes fraises. Si on me dit qu'il faut passer à 1600 € net pour 35 heures de travail, j'arrête. On n'aura pas d'autre choix. A priori, c'est pas si simple que ça, effectivement. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il faudrait des gens matures. Le problème, c'est que le premier personnage de l'État, le président, ne l'est pas. Il a fait un caprice. Il avait qu'à jouer le statu quo jusqu'à fin septembre, parce que c'était le RN qui arrivait en tête. Le RN n'allait pas marcher sur l'Élysée, n'allait pas marcher sur Matignon, il n'allait rien se passer. Tout allait se passer tranquillement, les JO, les vacances des Français, et à la rentrée, on aurait vu. Alors là, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, Paul, et puis on va donner la parole à Tom Conan, le RN, c'est Marine Le Pen, elle dit que le groupe RN, il censurera tout gouvernement où des LFI et des écologistes auront des responsabilités ministérielles. Et puis on a Jean-Luc Mélenchon qui veut faire partie de la solution plutôt que du problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? moi, sur les questions économiques, moi, je voudrais quand même ajouter un point, c'est que évidemment la situation budgétaire est très compliquée, il y a plus de 3 000 milliards de dettes, mais je rappelle aussi à ceux que ça a échappé, que le déficit aujourd'hui dépasse 5%. D'ailleurs, Bruno Le Maire hier a annoncé de nouvelles coupes budgétaires, je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'il va y avoir une procédure de déficit excessif entamée le 16 juillet prochain, donc dans quelques jours par l'Europe. Donc en réalité, on ne peut pas non plus considérer que le gouvernement sortant a été responsable, mature, pertinent, tout ce que vous voulez, sur les questions économiques. Donc c'est un peu difficile tout de même de faire ce reproche au nouveau Front Populaire ou d'ailleurs à n'importe quelle autre tendance en voyant ce qu'a fait quand même Bruno Le Maire ces 7 dernières années. Il est quand même pas arrivé la semaine dernière. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, il y a des points d'un programme du NFP qui peuvent paraître un peu problématiques ou très compliqués à mettre en œuvre. C'est vrai qu'à de prime abord, mais c'est aussi ce que j'ai pensé. Néanmoins, il y a certains aspects qui sont pas complètement aberrants. Le rétablissement de l'ISF, c'est pas quelque chose de complètement fou. C'est possible sur un plan technique. Ça peut trouver un compromis, on va dire. Voilà, ça peut en tout cas tout à fait se penser. Ça serait absolument pas injuste d'un point de vue de la philosophie politique, surtout que voilà, c'est quand même quelque chose qui a été porté assez clairement par le NFP. Sur le SMIC à 1600 €, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que ce serait quelque chose qu'il faudrait mettre en place de manière un petit peu nuancée selon les tailles des entreprises. Peut-être que certaines boîtes seraient parfaitement en mesure de le faire et ça pourrait tirer les salaires vers le haut, ce qui est une bonne chose et ce qui soutiendrait derrière la consommation et la demande. Néanmoins, pour des petites entreprises, effectivement, ce serait sans doute très compliqué. Il faudrait prendre des mesures d'ajustement. Bon, alors, Corinne Tapireau, vous avez été clair. Pierre-Yves Martin, vous avez été clair. Et vous aussi, Tom Conan. Cher Nicolas Corato, pour conclure avec vous, est-ce qu'on peut imaginer un Premier ministre aujourd'hui PS ? Est-ce que c'est envisageable, oui ou non ? Alors oui, c'est envisageable. C'est peut-être d'ailleurs l'hypothèse la plus envisageable. Comme nos auditeurs. Il y aura, le PS retrouve un rôle un peu central et on voit bien que il y a des œillades à la droite du PS vers les anciens camarades partis s'égarer dans la Macronie. Donc on voit bien que un petit monde est en train de se reconstituer. Je suis d'accord, vous allez citer Jérôme Gage, c'est effectivement une personnalité intéressante qui a pris un pied dedans mais aussi un pied dehors, qui porte des sujets sur le vieillissement, qui sont des sujets transversaux et consensuels. On parle de la loi Bien vieillir qui pourrait être votée par cette Assemblée nationale sans trop de difficultés apparemment. Donc oui, ça fait partie peut-être des hypothèses. Mais j'ajoute une chose, et je rejoins sur ce que disait un de vos interlocuteurs. C'est compliqué d'avoir un Premier ministre député de cette Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que cette Assemblée nationale, elle est attrape-tout, elle est centripète, mais surtout parce que lorsque vous avez un Premier ministre ou un ministre député qui quitte son poste pour aller au gouvernement, vous ne pouvez pas le remplacer pendant un mois. Et vous voyez que quand on va compter les quand ça se joue à une voix, oui. Ça va jouer. C'est très intéressant de créer un gouvernement de gauche avec que des députés qui vont au gouvernement, mais si les députés vont au gouvernement pendant un mois, vous avez autant de moins de députés pour voter vos lois, voire même pour résister à une motion de censure. Donc, il y a aussi un jeu institutionnel un peu vicieux qui va se mettre en place et qui entraîne chacune et chacun à penser à des solutions externes à ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Et là, vous rejoignez parce qu'il faut conclure. Et il faut conclure que Jean-Luc Mélenchon n'est pas député.
Bon. Et donc, il ne faut pas l'enterrer tout de suite. Oui, d'accord. Bon, alors pour le compromis, effectivement, ça sera un peu difficile. Bon, c'était très intéressant. Vous avez tous été très tranchants, mais finalement, on voit bien que c'est très difficile. Et bilan de l'opération, on est toujours au même endroit. On est toujours au même endroit. C'est pas faux. Un peu comme le gouvernement d'ailleurs. Et on y est. On n'y bouge pas. On bouge surtout pas. Ne changeons pas une équipe qui gagne. Allez, vous restez avec nous et puis on va être encore avec notre auditeur Paul de Toulouse pour jouer. Oui, c'est Paul. Voilà. J'avoue que Voilà, on va faire le quiz de l'été. De Marmande, pas de Marmande, Toulouse. pardon, excusez-moi. Vous voyez, elle aussi, elle fait Moi une aussi, Biden. je fais une Alzheimer, ouais. Bon, allez, à tout de suite. Une Biden. Et à 17h52, qu'est-ce qu'on fait? On joue dans les vraies voix de l'été. C'est le quiz de l'été. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Paul, vous êtes avec nous? Je suis là. Et vous êtes bien de Marmande, hein? Ouais. À Ça y est, côté, il a appris sa leçon. petit village où il fait bon vivre. Lui et moi, ça y est, on sait d'où vous êtes et comment vous vous appelez au bout d'une heure. Et là maintenant, la France entière s'en souviendra. Vous allez choisir votre partenaire. Donc soit Pierre-Yves Martin, soit Tom Conan, soit Corinne Tapiro. Vous faites équipe avec... je donne un coup à ma pauvre Judith. Je fais des grands gestes à la Castafiore. Il faut trouver l'interprète. Et le thème que nous vous proposons avec Mrs. Judith, today, c'est les États-Unis, Joe Biden. Donc, alors si vous faites qu'il faut dire et le titre et l'interprète. Non, l'interprète. Mais ne vous trompez pas comme Joe Biden, donnez le bon. Non, moi je produis des fraises, je les sucre pas. Ça c'est pas mal. En plus les fraises de Marmande, mais c'est terrible. Et comment ça se fait qu'il n'y en a pas là sur la table? Demandez à C'est Philippe vrai, vous auriez David, pu nous faire parvenir des petites En fraises. plus, Philippe David en a et il nous en a pas passé. D'accord. Bon, Paul, vous choisissez qui? Pierre-Yves, Tom ou Corinne? Corinne Tapiro, la galanterie quand même. Paul, C'est vous le allez bon perdre choix, avec ça. C'est moi, le je très, suis très archi bon choix. nulle. Non, je note Paul et Corinne PC. Voilà, PC. Non, c'est marrant. Bon, ça détend pas. On est mort de rire. Et donc Pierre-Yves et Tom. Voilà, c'est parti. Allez, extrait numéro 1. Jodassin. Oui, Corinne et Paul, 1-0. Alors, on vous rappelle que c'est le premier arrivé à 4 points. Ok. Oui, enfin le premier qui parle. Ça, c'est une évidence. C'est pas mal. Et le premier, il y a 4 points, Judith. On pourrait attribuer un point à Judith pour son intervention. C'est vraiment un bel hommage à Joe Biden, cette émission, je trouve. Extrait numéro 2. Beyoncé. Oui. Je crois que c'était le nom de la chanson. Oui. C'est ça, Beyoncé, ça s'appelle Crazy in Love. Vous dansez un peu dessus Sur ça, non, mais si vous voulez, j'improvise un truc. Oui. C'est chaud dans le studio de Sud Radio. Et Pierre-Yves tout content, mais vous l'aviez Pierre-Yves Beyoncé. Non, je suis très content de ce binôme qu'on avec constitue Tom. avec Tom. Bien sûr. Extrait numéro 3. Michel. Oui, Eddie Mitchell, Paul. C'est bien parce que tout le monde donne sa réponse. Ça devrait être Pierre-Yves a priori qui arrive là, mais bon, on va vous ne mettez pas la pression, je vous dis que Non, ça. mais je suis nul à ces trucs-là. Ça fait 2-1 pour l'instant pour l'équipe de Paul. J'en suis sûr. Non. Extrait numéro 4. Ah, je la connais celle-là. Bah, vous connaissez forcément, c'est pas possible. Alors Paul, vous l'avez? Ouais, j'ai le bout de la langue, mais même en tirant la langue, je vois pas. Attention, 3, 2, 1. Avec une voix comme ça. Ah, mais enfin, il a les mêmes initiales que moi. The Godfather of the Soul. Il a les mêmes James Brown. Ouais. C'était facile là, j'avoue. Très bonne réponse de Pierre-Yves. 2 Tom, pardon. 2-2. Yeah. Allez, extrait numéro 5. Vanessa Paradis. Oui, mais c'est mesdames et messieurs, c'est Pierre-Yves Martin qui a répondu. Il a eu la sienne. Oui. Allez, je vais y aller, moi. 3-2. Extrait Balle de numéro... match. C'est la balle de match, là, Judith. Parce que il y a 3 et 2. si Pierre-Yves et Tom répondent, ils battent Paul et Corinne. Ouais. Attention, hein, vous êtes bien concentrés. Extrait numéro 6. Oui, non, c'est Paul. Paul, très bonne réponse. La balle de match, c'est maintenant. Oh là là, Paul qui va chercher l'égalisation vraiment sur la ligne. Ah oui. Alors donc ça fait, c'est le scénario idéal. C'est ce qui fait que l'émission devient magnifique. Et passionnante. 3 partout et tout va jouer là-dessus. Majorité relative. Extrait numéro 7.
Julien Clerc. Oui. Bravo Paul. Quelle victoire, Paul. Eh ben bravo. 4-3, la Californie, Julien Clerc, voilà. Voilà, si vous avez envie de jouer avec nous, comme on vient de le faire, vous nous appelez au 0826 300 300, puis vous continuez aussi à voter sur nos comptes X, et puis vous restez avec nous. À nous appeler, à voter, à écouter la radio Sud Radio. Voilà, la radio de Sud Radio, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est important de préciser. Oui, c'est très important. dans le texte. Voilà, ça doit être ça. Bon, et puis dans un instant, ça va être le tour de table de l'actu des vrais voix. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Il paraît que quand on veut se muscler, c'est bien de manger des protéines. Et avec qui sommes-nous autour de la table, nos vraies voix du jour? Corinne Tapiro, éditorialiste et vice-présidente de la PEP. Non. Non? Non. Ah, ben voilà. Qui a mis ça alors? C'est de l'Observatoire des parents et de l'école qui n'a absolument rien à voir. Et pourquoi alors? Parce que j'ai quitté la PEP il y a peut-être 15 ans. En 1938, c'est ça? Ouais, très bien. Non, mais parce que ça a été complètement réactualisé. C'est 1873. Et en fait, alors, est-ce que je peux vous faire un aveu? Oui. Nous avons préparé cette émission avec Joe Biden. Allez, on est aussi avec Tom Conan, écrivain et éditorialiste. Bonsoir. C'est bon ça pour vous? Oui, ça c'est à peu près à jour. Ouais. À peu près. Pierre-Yves Martin, qui lui est acteur, non? C'est pas c'est ça, ouais. Consultant. Non, il est astronaute. Ouais, aussi. Mais juste Allez, le week-end. vous avez la parole avec Félix Mathieu, la journaliste à grisaille. CNN. Voilà. La grisaille, les pluies, les orages, on en a marre. Ce début de mois de juillet à des heures d'automne. Je suis bien d'accord. Hein. Ouais, 2500 foyers privés d'électricité ce matin dans la Drôme et l'Ardèche après ces orages qui ont balayé une partie de la France cette nuit. Des seaux d'eau, des énormes grêlons et puis pour les autres la grisaille. Forcément, on l'entendait d'ailleurs dans le journal de 18h, l'impact de la pluie sur le blé, sur ces mauvaises récoltes. Bonsoir Camille Rizzi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Camille Rizzi, chercheuse CNRS au laboratoire de météorologie dynamique à Paris. Est-ce que c'est vraiment un été particulièrement bizarre, un été pourri comme on dit parfois, ou est-ce que c'est nous qui nous sommes trop habitués aux canicules des étés précédents peut-être ? L'été ne fait que commencer, donc on ne sait pas encore comment il va se terminer. En tout cas, il y a encore le temps pour que le temps s'améliore. Oui, c'est un début juillet pluvieux, ça ne veut pas dire que tout le reste du mois de juillet, que tout août va être sur la même couleur du ciel. C'est une jolie façon de voir le verre à moitié plein, c'est bien. Vous êtes là toujours, Félix, ça ira. On n'est pas là. J'ai cru que vous alliez enchaîner sur votre. J'ai cru que vous alliez enchaîner sur votre verre à moitié plein. Vous avez la main, vous avez annoncé que vous étiez de CNN. C'est normal. Oui, on va rester en français quand même. Mais c'est vrai que Joe Biden hante cette émission. Oui, je vous entends parler de Joe Biden hôpital. Pour en revenir au ciel, c'est pas parce qu'on a un début de juillet comme ça qu'il faut désespérer du mois d'août. Non, alors je ne suis pas prévisionniste. D'ailleurs, c'est difficile de prévoir à l'échelle de plusieurs semaines ou de plusieurs mois le temps qu'il va faire. Mais de manière générale, il y a une tendance lente liée au changement climatique et se superpose à ça de la variabilité naturelle à l'échelle de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de plusieurs années. Et là, en ce moment, l'hiver a été particulièrement pluvieux. Donc, rajouté aux orages qu'il y a, ça fait des sols particulièrement humides. Ce n'est pas forcément une tendance qui est durable et qui est générale. Alors, oui. J'ai une question, Camille Rizzi, en fait, une question que la majorité des gens des auditeurs de Sud Radio se posent. Où est le réchauffement climatique? Et on peut se poser la question. Il fait froid dans une grosse partie de la France. Alors oui, il fait chaud, mais normalement dans le sud. Donc quand on se base un petit peu sur ce qu'on voit dans notre météo, on est à même de se dire que ça commence par un refroidissement, c'est ça, un réchauffement? Cela étant, Judith, moi j'ai des nouvelles de ma belle famille qui est en Serbie. Il fait 45 degrés en ce moment. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a il y a un microclimat sur la France. Oui. C'est quoi l'histoire? Et superposé à la tendance lente du réchauffement climatique, il y a une variabilité naturelle. Donc, selon les jours, selon les semaines, selon les endroits, il fait plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Par contre, la tendance lente du réchauffement climatique, elle se fait bien sentir en France à l'échelle de plusieurs années. Et la tendance en France, donc c'est plutôt un réchauffement.
plutôt un assèchement avec moins de pluie en été. Par contre, la tendance liée au changement climatique, c'est aussi une intensification des orages. C'est-à-dire que quand il y a des orages, ils donneront plus de pluie, ils seront plus intenses. D'accord. Oui, c'est-à-dire que des orages, des pluies en plein été, ça peut être lié au dérèglement de façon indirecte. Oui, c'est ça. Alors, il y a toujours eu des orages en été. C'est juste qu'avec le changement climatique, on s'attend à ce que les orages soient plus intenses. Parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, une atmosphère plus chaude, en fait, peut contenir plus de vapeur d'eau. Et c'est cette vapeur d'eau qui, ensuite, quand elle rentre dans les orages, donne la pluie. C'est la fameuse, et c'est très important, je crois qu'il faut le rappeler, il y a une différence entre le climat et la météo. Bien sûr, et ça, c'est la base, hein. On est bien d'accord, Camille Rizzi. Oui, tout à fait. La météo, c'est le temps qu'il fait au quotidien, alors que le climat, c'est l'ensemble des temps qu'il fait à l'échelle de plusieurs années. Pour vous donner une image, en fait, la météo, c'est quels vêtements on porte aujourd'hui. Alors que le climat, en fait, c'est quel est l'ensemble des vêtements qu'on a dans son armoire. Et ce que je trouve aussi intéressant pour rebondir sur ce que vous dites, c'est j'ai cru comprendre il y a quelques semaines dans un reportage que les turbulences avaient tendance à se multiplier dans les airs pour les gens qui prennent l'avion du fait du dérèglement climatique. Est-ce que vous confirmez ce point, les turbulences qui sont plus fréquentes ou plus intenses avec des accidents, parfois même des blessés et des décès à l'intérieur des avions? Je suis désolée, je ne connais pas ce sujet. Il y a eu des sujets sur cette problématique. En tout cas, vous nous avez donné envie de prendre l'avion. Merci. Je pense à tous ceux là qui partent en vacances ce soir. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu effectivement beaucoup plus d'accidents ces derniers temps. Pas des dysfonctionnements techniques. Non, pas forcément, puisque il y a eu des passagers blessés suite à des grosses perturbations et l'avion qui bougeait beaucoup. Continuez, monsieur de CNN. Parfaitement bilingue. Oui, écoutez, vous avez plus rien à dire. Donc, comme disait Albert Simon, c'est plus que c'était CNN. Donc, comme disait Albert Simon, s'il ne pleut pas, il fera beau. C'est ça. Disait Albert Simon. S'il ne pleut pas, il fera beau. Ça, c'est la conclusion. Merci Félix Mathieu. On rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique à Paris. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci Félix Mathieu. On se retrouve lundi, c'est ça ? À lundi. On va faire comme ça. Voilà, et puis on va vous retrouver, nous, dans un instant. Vous restez avec nous pour le tour de table de l'actu des vraies voix. Oui, parce qu'ils sont remontés là, nos trois vraies voix. Les vraies voix de l'été de Sud Radio continuent. Vous êtes encore avec nous pour 3 quarts d'heure et on va pouvoir faire plein de choses. Il y en a peut-être qui partent en vacances, là, qui nous écoutent en voiture. Si c'est votre cas, là, Sud Radio, soyez calme, hein. Faites pas comme nous. Pas comme vous, quoi. C'est ça que j'allais dire. Et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez réagir, évidemment. Et puis c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Mais vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Nous commençons par Corinne Tapiero. Je vous attendais parce que les auditeurs de Sud Radio vous connaissent, vous êtes une Parisienne. Il y avait une chanson comme ça, je ne suis pas parisienne. Ça non, mais je ne suis pas parisienne. D'accord. Mais enfin, là, je vous attendais là-dessus. L'arnaque, je cite, c'est votre propos, l'arnaque de la baignade des Parisiens dans la Seine. Allez-y. Alors voilà, depuis plusieurs mois et même depuis 2016, on nous explique qu'on va pouvoir se baigner dans la Seine grâce à un grand plan qui a été mis en place. Alors bien sûr, à grand renfort de millions, et même de milliards, puisque nous sommes arrivés à 1,4 milliard. Il se trouve que lors de l'avant-dernier 1,4 milliard de dépensés pour assainir les eaux de la Seine, et on n'a pas fini, ça c'est la première facture. Mais il se trouve qu'au précédent Conseil de Paris qui s'est tenu en mai, une délibération a été présentée qui parlait de la gratuité de la baignade dans la Seine. On peut se dire, quand on a dépensé 1,4 milliard, on pourrait peut-être utilement penser récupérer quelques sous en faisant payer un petit ticket d'entrée, mais non. Donc nous sommes à Paris pour la gratuité pour tous. Mais rien n'est gratuit à Paris, si je peux m'exprimer ainsi. Ça va être gratuit. Ouais. Et donc, ce qui est surtout intéressant, c'est que la baignade est réservée à des nageurs confirmés. Donc, qu'est-ce qu'un nageur confirmé ? C'est une personne qui est capable de nager 10 minutes sans prendre aucun appui. Une personne qui est capable de faire un plongeon à canard pour aller récupérer un objet à 3 mètres au fond de l'eau. Et c'est une personne qui est capable de remorquer sur 20 mètres un mannequin. Vous savez, ces fameux mannequins qui se gonflent au fur et à mesure. Donc, je vous explique que votre enfant de 3 ans n'ira pas
dans la Seine se baigner avec vous. Comptez pas l'emmener de toute façon. Non, mais je veux dire qu'aucune famille ne pourra prétendre à aller en famille. D'abord parce que je suis pas certaine que sur les 2 parents, ils aient ces aptitudes de natation. Et je suis en colère quand j'entends les journalistes partout, alors je suis désolée même ici, dire on va pouvoir se baigner dans la Seine. Eh ben non, vous baignerez pas dans la Seine. Mais du coup, pour quelles raisons ça m'intéresse? Est-ce que c'est réservé pour quelles raisons est-ce que c'est réservé des personnes confirmées? Est-ce qu'il y a un danger particulier? Le danger particulier, c'est le courant. Ouais. Et c'est donc avec le courant, les profondeurs variant. D'accord. Tu peux être balancé sur le bord. La présence de bateaux, j'imagine, de péniches aussi. Mais la présence de péniches devait être un peu régulée de façon sur les zones. En tout cas, pendant l'été, sur les zones où il y aura ces zones de baignade. Mais c'est quand même inquiétant de faire croire aux Parisiens. C'est dans le cadre de Paris-Plage, Corinne. Ouais. Non, c'est dans le cadre. Mais Corinne Tapiro, par exemple, sur le canal de Lourdes, qui a déjà des bassins qui sont mis en place où les gens se baignent directement dans le canal. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que je peux vous poser ma question ou pas? Je vous avais dit, dès qu'on parle de Paris, Corinne, c'est quelque chose. Corinne est un peu à cran. Donc, le bassin en question, si on le met, le même type de bassin dans la Seine, est-ce que ça... C'est pas prévu. Ouais, d'accord. C'est pas prévu de mettre un bassin... Mais peut-être que ça serait ça la solution, pour que les gens puissent profiter. Après, c'est vrai que effectivement, c'est une idée qui paraît un peu saugrenue, mais pour autant, elle est quand même intéressante. C'est-à-dire, effectivement, c'est quelque chose, même d'un point de vue touristique. Si on parle d'un point de vue très pragmatique, c'est quelque chose quand même qui peut attirer potentiellement, des touristes, des gens. Vu comme on accueille les touristes à Paris. Ouais, mais bon, voilà, l'idée en elle-même, elle est quand même pas absurde. Au bord de la mer. En tout cas, je note que vous voulez leur faire payer l'accès à la baignade. C'est pas bien ça. Non, mais moi je me dis que si on payait quand même, c'est pas très grave. Mais c'est surtout tous ces mensonges entretenus, parce que derrière il y a des réalités que l'on ne veut pas dire. Alors moi je veux qu'on les dise. Alors vous les avez dit. Vous avez un truc à dire vous ou pas? Sur quoi? Sur ça? Non, mais peut-être Pierre-Yves, justement sur les Jeux Olympiques, parce que il y a ce côté vie au quotidien. On ne veut pas laisser la parole. Mais je vous relance Pierre-Yves, parce que mais si, c'est très important. Écoutez bien. On va faire une box. Il y a cet aspect touristique, mais il y a l'aspect urgence. Les Jeux Olympiques, c'est dans quelques jours. Il va y avoir 2 épreuves olympiques dans la Seine, et pour l'instant, a priori, c'est bon, mais il y a encore une incertitude. Ouais, exactement. Mais en fait, quand Corinne parle de la baignade dans la Seine, je peux pas m'empêcher de repenser à Jacques Chirac, qui, à partir de 76, je crois, a commencé à chaque élection. 70. 70, il a commencé à le dire, mais c'était un... Et donc, du coup, à chaque élection, ça passait, il s'engageait à ce que les Parisiens et Parisiennes puissent aller nager dans la Seine. Je vois pas du tout la faisabilité réelle de pouvoir se baigner, parce que on l'a bien vu, suivant le climat, suivant la météo, etc. Dès que ça flotte un peu trop, ça devient une immondité, et c'est pas des traitements X, Y ou Z. Il faudrait peut-être effectivement insérer dans la Seine une espèce de piscine en dur, qui donnerait un peu l'illusion. C'est ça, un bassin, c'est ce que disait Judith. Judith a des bonnes idées. Quand on voit la couleur de la Seine à longueur d'année, ça donne pas forcément envie d'y mettre un orteil. Tom Conan, vous irez nager dans la Seine? Oui. Un nageur confirmé. Pas du tout, moi j'ai peur au bout de 2 minutes. C'est une catastrophe. Mais effectivement, le principe que disait Pierre-Yves à l'instant, et je le connais en Bretagne, effectivement, vous savez, il y a des piscines avec de l'eau salée. Donc effectivement, quand la mer se retire, la piscine se vide, elle se remplit. Donc c'est intéressant. Ça permet effectivement d'avoir des zones qui sont un peu serrées dans la mer. Dans la mer. Et alors, pour parler d'un truc sympa, Pierre-Yves Martin, si ça vous dérange pas que je lance ma vraie voix. Donc pour parler d'un truc sympa, Pierre-Yves Martin, vous allez nous parler du bonheur, et alors du bonheur des hippodromes. Oui. En fait, je me suis demandé, quand on m'a interrogé ce matin, vous m'avez demandé de choisir un sujet. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends quelque chose dans l'actualité, ou est-ce que je raconte un truc dont personne n'a rien à faire, par exemple? Exactement, une petite histoire de ma vie personnelle. Et donc du coup, comme j'adore les auditeurs de Sud Radio, et que j'avais envie de parler vrai, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier soir. Une histoire toute simple. Hier soir, j'étais avec mon épouse, Émilie, mon fils Victor, sur un hippodrome au Lion d'Angers, dans le Maine-et-Loire, pour voir une course dans laquelle une jument qui s'appelle Belasca a fait une course extraordinaire. Bref, le sujet n'est pas là. Est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné. Ah. Et qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un climat serein, des gens simples,
heureux, qui était passionné, qui regardait les courses avec de l'émotion, de la passion, avec des parieurs, avec toute une population, toute une partie de personnes qui vivent simplement avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de sensibilité. Et j'ai été très très touché. Et du coup, j'ai eu la chance d'échanger avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Gabriel Linders, qui est un des meilleurs entraîneurs de chevaux de course, sur qu'est-ce qui fait qu'il y a un bon climat, qu'est-ce qui fait que ça se passe bien. Et du coup, on a identifié, on a échangé avec Gabriel, et on se disait, voilà, la première recette, c'est quand même que derrière ces chevaux de course, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de rigueur, et puis il y a une volonté de la part des uns et des autres que les fêtes hippiques, équestres, se passent le mieux possible. Donc il n'y a pas d'excité, les gens viennent en famille, en couple, seuls, voilà, il y a des petites buvettes, il y a des petits stands pour parier, les gens toutes les demi-heures vont regarder les courses, commentent, réagissent, etc. C'était combien l'entrée? Vous avez payé l'entrée? Non, c'était gratuit. Ouais. Et du coup j'ai trouvé ça super, et je me suis demandé... Vous avez parié ou pas? Ouais, j'ai parié. Ah, vous avez gagné, et j'ai gagné en plus. Voilà le fameux jument dont vous parliez. Oui, exactement. D'accord, mais vous aviez eu une info, c'est Jean-Paul Delperrier qui fait les pronostics sur Sud Radio qui vous l'avait donné? C'est une jument que je connais et que j'adore. Et qui elle vous aime aussi, cette jument? J'en suis persuadé. Ouais. C'est pour ça qu'elle a gagné pour vous. Et Belasca a gagné pour moi. Voilà. Il est pas voilà. Bon, et en fait, je me suis posé la question parce que c'est bien de témoigner et de raconter des histoires sur les vraies voix, mais il faut quand même apporter un sujet pour débattre après. C'est quand même ce qu'on m'a dit. Mais là, du coup, il faut conclure. Ah mince alors. Non. Et en fait, je me suis posé la question, mais et si ce type d'environnement, c'était pas une solution pour être heureux? Parce qu'en fait, je pense que on a tous besoin de réfléchir et d'identifier la clé pour être heureux. Et j'ai trouvé ça intéressant et rassurant, dans une période complètement folle, de voir une partie de vie simple, humaine et belle. Dans la douceur angevine, rappelons-le. Ça fait du bien sur Sud Radio. Vous restez avec nous parce que c'est la suite du tour de l'actu des vraies voix dans un instant. Voix de l'été, et c'est la suite du tour de table de l'actu. Oui, du tour de table, tour de l'actu. C'est ce qu'on veut. Ouais, c'est l'été, de toute façon. Enfin, c'est l'été, ça commence à arriver. On est au début de l'été. Où? Bah là, maintenant. Ah oui. Voilà. Demande à Biden. On va dire quand. Tom Conan, vous allez nous parler de l'arrivée sur le marché. Alors ça m'a bien fait rire, de la capsule Sarko. Voilà, oui, j'y croyais. Tsunami. J'y croyais pas moi-même. C'est pas vraiment drôle en fait. Parce qu'en fait, c'est un tsunami chez nos amis suisses. C'est ça. Alors c'est Sarko, mais avec un C, non pas avec un K. Donc ça n'a pas de rapport avec l'ancien président de la République. Donc alors, en fait, c'est une espèce de machine qui ressemble un peu à un petit vaisseau violet, qui a été promu par un médecin australien, mais qui a pour but de provoquer le suicide chez les personnes qui s'insèrent à l'intérieur. Donc une sorte de suicide assisté, mais sans assistance, puisqu'évidemment l'idée c'est que ce soit totalement autonome, qu'on puisse entre guillemets s'auto-suicider. Alors évidemment c'est pas à mettre entre ça c'est un pléonasme, si je peux me permettre. D'une certaine façon. Et donc baptisé Sarko pour sarcophage, donc elle permet effectivement à une personne de se suicider sans aide extérieure. Donc la personne en réalité à l'intérieur voit en fait de l'azote arriver dans l'espèce de capsule dans laquelle on est inséré, qui provoque une perte de conscience et ensuite une mort sans douleur, théoriquement en tout cas, en quelques secondes, qui ne nécessite pas l'injection de poison, etc. Donc j'ai trouvé ça quand même assez un peu sidérant. Et ce qui est fou, c'est que en Suisse, qui est quand même un pays effectivement assez libéral, donc aujourd'hui cette machine semble être en voie d'expérimentation. En tout cas, l'autorisation semble proche. Et donc effectivement, ça suscite beaucoup de controverses. Donc en fait, c'est une capsule, on monte dedans, quoi. Exactement. Et donc effectivement, avec tout le débat qu'on a eu récemment effectivement sur la question de la fin de vie et du suicide assisté, parce que ce terme est effectivement le terme un peu consacré désormais. Là, c'est un peu la solution ultime, mais effectivement une solution entre guillemets de marché, parce que là, ça supposerait finalement que n'importe quelle clinique, à supposer que ce soit autorisé, puisse évidemment l'accaparer et permettre à qui le veut finalement de se suicider facilement. Donc j'ai trouvé ça assez. Alors moi-même, je suis pas opposé par principe. Je suis même plutôt favorable à l'euthanasie,
mais effectivement là la manière de faire, si j'ose dire, sans aide extérieure et sans aide médicale en particulier, je trouve ça effectivement assez choquant. Et il y a une souffrance Non, théoriquement il n'y a pas de souffrance, hein. La mort est censée être lente et arriver en quelques secondes. On peut aussi parler du droit à disposer de sa propre vie ou de sa propre mort. Corinne Tapiro, si on a envie de mourir, est-ce qu'on a besoin d'être forcément accompagné par un médecin? La question se pose aussi. C'est vrai. C'est une vraie question. La question se pose, mais il y a des situations où les personnes sont plus en capacité de prendre quoi que ce soit pour se suicider eux-mêmes, mais sur le suicide assisté pour des cas qui en ont exprimé le souhait si leur santé ne leur permettait plus de vivre dignement, la question se pose de savoir qui fait cette injection, parce que les médecins aujourd'hui ils prêtent le serment d'Hippocrate qui leur demande de sauver des vies, donc donner la mort c'est pas leur métier, et on peut pas confier ça à des soignants. Que ce soit des infirmières ou des aides-soignants, et à la famille c'est encore plus difficile, parce que je pense qu'il doit falloir des mois et des mois et des années de psychanalyse quand on a fini par tuer son père ou sa mère parce qu'elle était en souffrance. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Juste dans la capsule, Tom, c'est-à-dire que l'arrivée de l'azote là dont vous parlez, c'est ça, c'est quelqu'un qui la déclenche, ou c'est la personne qui non, oui, parce que c'est le principe du suicide. On appuie sur un bouton, enfin vraiment ça ressemble de l'autosuicide. Oui, c'est le fameux ça ressemble littéralement à un tout petit vaisseau spatial, hein, une petite capsule de vaisseau spatial, je ne saurais pas trop décrire plus précisément, que vous mettez à l'intérieur et puis vous appuyez sur le bouton et là effectivement le processus s'enclenche, et ça va quand même assez loin, parce que au début je croyais que c'était un prototype, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui est opérationnel entre guillemets et qui est commercialisable. Comme c'est biodégradable, ensuite ça peut constituer un cercueil à proprement parler. Il y a même pas. C'est tu l'achètes le sarco, c'est une opération tout en un, si j'ose dire. Tu l'achètes le truc? Du coup oui, je pense que ça doit être quelque chose qui doit être acheté par l'individu qui souhaite mettre fin à ses jours. Et c'est donc effectif en Suisse, donc c'est créé par un Australien. En tout cas, d'un point de vue juridique, il semble qu'il n'y ait pas d'obstacle, puisque l'euthanasie effectivement est possible à partir du moment où le produit est considéré comme conforme. Pierre-Yves Matin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est bien qu'on puisse avoir accès à sa mort comme on en a envie? En fait, je trouve que c'est un sujet extrêmement complexe. Moi, j'arrive pas du tout à avoir une position tranchée suivant les situations. Ça m'inquiète un peu d'entendre le côté tout en un vers la mort là. Voilà, je reconnais qu'il y a des situations qui sont insupportables pour la fin de vie, pour les personnes qui sont en fin de vie ou dans des maladies très complexes et très douloureuses, et pour la famille, etc. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un sujet de cas par cas. Et donc du coup, je reviens un petit peu sur ce projet de légiférer sur la fin de vie. Ça me semble très compliqué de fournir un cadre législatif qui soit adapté à toutes les situations, puisque les fins de vie sont par définition pas une mais plusieurs. Parce que en vous écoutant parler, je visualisais, on est bien d'accord que les gens qui rentrent dans cette capsule, ils veulent dans le sarco, ils veulent pardon. Comme sarcophage, parce que ça avec un C. C'est ça. Très bien. Merci de détendre un peu le débat. Donc, mais en général, les personnes qui veulent se tuer, elles n'ont plus la possibilité de se mouvoir. Donc il y a forcément un geste qui dit allez, je te mets dans le sarco. Non, mais justement, il peut y avoir des gens qui ont envie de se suicider, qui sont en pleine santé. Exactement, aussi. Comme Judith, c'est beaucoup plus adapté pour des personnes qui ont pleine possession de leurs moyens et qui souhaitent mettre fin à leur jour, en réalité. Donc il faut le voir beaucoup plus comme ça, vraiment comme un suicide qu'on provoque sans assistance médicale. En Suisse, il y a ils ont reçu toutes les autorisations pour. En tout cas, actuellement, ça suscite la controverse. Je pense pas que ça a déjà été utilisé concrètement, mais en tout cas, il semblerait qu'il n'y ait pas d'opposition juridique. Sacré tour de table, monsieur Tom Conan. Effectivement, mais c'est une vraie question. Merci, c'était une vraie question, effectivement. Alors, notre coup de projecteur approche, c'est dans pas longtemps. Gabriel Attal aussi se prépare à devenir président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, un rôle crucial dans la gestion de la majorité. Armé de son sarco. Allez-y, Judith, je pouvais pas m'en empêcher, mais vous pourrez me châtier après. Allez-y. Un rôle crucial dans la gestion de la majorité parlementaire et dans la formulation des politiques futures. Malgré son jeune âge, il bénéficie d'une solide reconnaissance publique et d'un soutien croissant, particulièrement parmi les électeurs les plus âgés.
La question est posée sur le compte X de Sud Radio, #législative. Gabriel Attal a-t-il la stature d'un futur président de la République? Nous questionnerons Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique, professeur de communication à Sciences Po. Juste un petit mot avant de faire le point sur l'état de notre consultation. Gabriel Attal sera-t-il président de la République un jour, cher Philippe Moreau-Chevrolet? C'est possible, en tout cas il a été assez présidentiel dans la séquence de l'entre-deux tours. Il a même remplacé le président dans son rôle d'unification du pays et avec des mots proches de ceux de Jacques Chirac contre le RN, donc c'était particulièrement symbolique. Et vous réagissez sur Twitter, vous votez sur X, pardonnez-moi, vous votez non à cette question à 92%. Vous, oui, quand même, dans la demi-mesure, oui. Voilà, comme d'habitude. C'est pour ça qu'on vous aime. Allez, parlons vrai avec vous et restez avec nous. Avec raison et justesse. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités. C'est une pour le coup de projecteur des vraies voix. Nous sommes avec Corinne Tapiero qui est éditorialiste. Et puis Tom Conan. Tom Conan, écrivain également. Et puis Pierre-Yves Martin, consultant. Voilà. Exactement. Allez, c'est parti pour le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Gabriel Attal s'est engagé à protéger les Français de tout gouvernement qui compterait des ministres issus du RN ou de LFI. Pardon, je vais redevenir un peu sérieuse. Devenu seul candidat depuis le retrait de Emmanuel Borne et de Gérald Darmanin, il va presque de soi qu'il sera président du groupe Renaissance à l'Assemblée, ce qui sera décidé demain lors de la réunion du parti. Alors, selon un sondage de nos confrères, pardon. Biden sortait de ce corps. Malgré son jeune âge, 55% des sondés estiment que Gabriel Attal est un homme politique compétent. Une qualité largement reconnue dans l'opinion, notamment chez les électeurs plus âgés. J'ai un fou rire à côté de moi. C'est le cas de 61% des 50-64 ans et de 65% des 65-74 ans. Alors projetons-nous un petit peu, Frédéric. Parlons vrai. Quand votre électorat vous martèle que vous êtes meilleur que le chef, ne vous sentez-vous pas pousser des ailes? Attal pousse Macron vers la sortie, occupe l'espace médiatique, s'apprête à prendre les commandes de Renaissance. Jusqu'où ira-t-il? Nous vous posons la question dans ce coup de projecteur. Pardon. Alors là, il ne pleure pas, il rigole. La question, c'est Gabriel Attal a-t-il... Eh ben oui, l'a-t-il ou ne l'a-t-il pas? La stature. Finalement. Pardon. Alors, pour en parler, nous recevons Philippe Moreau-Chevrolet, qui est consultant en communication politique et professeur de communication à Sciences Po. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Et pardonnez-nous et pour désolé, Pas de problème. Bonsoir Philippe, moi je vous propose. On est vendredi, tout va bien. Pour leur permettre de retrouver Donc on rappelle la question. Voilà. Gabriel Attal a-t-il la stature d'un futur président de la République? Pouvez-vous répondre à cette question, Philippe Moreau-Chevrolet? Alors, là, en état, oui, il l'a acquis entre les deux tours d'élection législatives. Pourquoi? Parce que c'est le moment où normalement c'est le président qui aurait dû prendre la main. Il est intervenu depuis le perron de Matignon avec une mine assez grave pour expliquer qu'il fallait que le pays s'unisse pour rejeter le RN et faire barrage en quelque sorte. Ça, c'est ça correspond à ce que normalement le président fait. Et il a reçu beaucoup de soutien derrière, et il en reçoit beaucoup depuis, parce qu'au fond, il a occupé une place qui avait été laissée vide par Emmanuel Macron, qu'il l'avait bien occupée alors qu'il est extrêmement jeune, il a 34 ans. Par ailleurs, les débats qu'il a fait avec Bardella montraient qu'il était plus compétent, qu'il maîtrisait mieux ces sujets que le candidat RN. Il y a aussi plus d'habitude et de pratique probablement, mais dans l'ensemble, ça commence à faire une stature qui tranche beaucoup, notamment face aux atermoiements, aux hésitations d'Édouard Philippe, dont en plus on a appris qu'il avait dîné avec Marine Le Pen un peu avant. Enfin, tout ça le met un petit peu devant les autres prétendants qui sont Gérald Darmanin et Édouard Philippe. Pardon, Philippe Moreau, est-ce que c'est pas un peu de la langue de bois à un moment donné? Ils dînent tous ensemble, on le sait, ils se connaissent tous, ils se serrent la main à l'Assemblée, etc. Alors, sur la question des dîners, ce qui est choquant, c'est qu'on a demandé à tout le pays de faire barrage au RN. Ouais. Et d'apprendre que certains politiques, pas tous, et heureusement, mais certains n'ont pas vu de problème à dîner avec Marine Le Pen, alors que Marine Le Pen a été reçue, ce qui est complètement normal d'ailleurs en tant que chef de parti, à de nombreuses reprises à Matignon, à l'Élysée. Donc c'est pas comme si c'était pas déjà parlé, mais là,
Il y avait vraiment ce qui est choquant dans le cas d'Édouard Philippe, puisque c'est lui qui est au cœur de cette mini-tempête médiatique, c'est que il demande un jour de faire barrage au RN et que le lendemain on apprend qu'il a dîné avec. Je suis désolé, mais c'est pas très cohérent pour les électeurs qui, eux, ne dînent pas avec Marine Le Pen tous les jours, avec Édouard Philippe. Alors, Philippe Moreau-Chevrolet, revenons sur notre question centrale. Est-il présidentiable ? Déjà, parlons de son agenda. Emmanuel Macron souhaite accepter la démission de Gabriel Attal et du gouvernement mardi prochain. Ce samedi, à l'Assemblée nationale, il y aura donc l'élection du président du groupe Renaissance et il se trouve que Gabriel Attal est le seul candidat. Est-ce que ça fait de Gabriel Attal, Pierre-Yves Martin, un futur candidat déjà ? Non, pas du tout. Mais Gabriel Attal a une qualité ou un atout par rapport aux autres, c'est que je pense qu'il a un capital sympathie qui est assez important. Pour deux raisons. Déjà parce que ses expériences depuis l'éducation nationale et puis comme Premier ministre ont été plutôt accueillis et appréciés par l'opinion. La deuxième raison, c'est que pendant les législatives, il a mouillé sa chemise. Alors, on aime ou on n'aime pas Attal, c'est pas le sujet, mais il était sur le front. Il a essayé de défendre ce qu'il pouvait défendre par rapport à une posture du président de la République qui était un peu difficile à tenir. Donc je pense qu'il a un capital sympathie fort, mais que c'est pas non plus en termes d'influence. Je pense qu'il n'a pas encore certainement bâti tous ses réseaux. Je pense qu'un Darmanin a eu le temps déjà, lui, de construire ses réseaux et de les faire vivre. Donc lui, d'ailleurs, ne veut pas se présenter en tant que président du groupe, ce qui veut peut-être dire quelque chose, tout comme Elisabeth Borne. Oui, alors Tom Conan, justement, Pierre-Yves Martin nous parle des réalisations de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation et puis en tant que Premier ministre. Dans quelle mesure, si c'est le cas d'ailleurs, ces réalisations démontrent ses compétences, en fait, pour un rôle de leadership tel que celui de président. En tout cas, effectivement, il a une certaine détermination, même sur les questions comme l'abaya. Moi, si je partageais pas sa position personnellement, je reconnais qu'effectivement, il va au front et il est parfois contre le courant, si j'ose dire. Donc, il défend des positions qui sont difficilement défendables, en tout cas qui suscitent la polémique. Donc, c'est pas quelqu'un qui recherche le confort. Contrairement d'ailleurs à quelqu'un comme Édouard Philippe, je trouve, qui pour le coup, pour l'avoir parfois écouté pendant plusieurs heures dans des débats fleuves sur France Télévisions. Non, mais justement, il tranche pas finalement. Il est un peu d'un côté, de l'autre, voilà. Et c'est sans doute effectivement une stratégie, mais ça démontre aussi peut-être une certaine tiédeur. Donc oui, de ce point de vue-là, Attal, on peut pas lui reprocher ça. Pour autant, moi en fait, ce qui m'a frappé, j'ai l'impression qu'il bénéficie de la dissolution en l'occurrence, puisque on s'attendait tous à ce que le groupe Renaissance soit réduit à portion congrue, et finalement, en effet, avec le Front républicain, il en a été quand même le premier bénéficiaire en termes de nombre de sièges. Ils en ont perdu, mais ils ont gardé quand même un nombre assez important. Donc il y a peut-être une renaissance à anticiper, et il en serait effectivement potentiellement le premier bénéficiaire, puisque Macron, par définition, ne pourra pas se représenter. Philippe Moreau-Chevrolet, d'accord avec ça ? Oui, alors il a limité les dégâts. En fait, son camp, les députés lui doivent plus à Gabriel Attal qu'évidemment ils ne doivent à Emmanuel Macron. C'est aussi ça qui a beaucoup changé dans la donne qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de députés aujourd'hui qui ont été réélus l'ont été presque contre Emmanuel Macron d'une certaine façon. Ils sont extrêmement énervés et Gabriel Attal a été le seul à dire écoutez, on va redevenir raisonnable, on va essayer de gérer, on est tous mal mais on va essayer de gérer, on va repartir au combat, il faut le faire tout de suite si on veut sauver nos sièges et on va se battre pour ce qui reste de notre majorité. C'est lui qui a fait ça. Donc, quelque part, ils sont redevables à Gabriel Attal. C'est ça aussi qui fait que moi, je pense qu'il a des chances de s'imposer comme candidat, en tout cas autant que les autres et pas moins que les autres et peut-être un petit peu plus, de s'imposer comme candidat pour 2027. Ces députés, encore une fois, ce sont des survivants. Ils ont appris du jour au lendemain, comme Gabriel Attal d'ailleurs, qu'ils étaient virés, qu'ils allaient devoir repartir en campagne. Ils ont dû le faire en 3 semaines. Tout le monde, tous les observateurs ici, moi aussi, tout le monde prédisait une victoire du RN. La majorité absolue, souvenez-vous, on y a cru vraiment très longtemps. Du coup, ils ont une mentalité de survivants et ils savent à qui ils doivent leur survie. Corinne Tapiero, Gabriel Attal, il va aussi devoir renforcer sa position et puis aussi l'influence de son groupe, du groupe Renaissance, pour peut-être arriver un jour au Saint Graal. Je suis très stupéfaite de ce genre de questions à 3 ans d'une échéance, déjà pour commencer.
Et je constate que malheureusement, la classe politique, échec après échec, n'apprend aucune leçon. Et chacun est toujours dans une trajectoire personnelle avant d'être dans une trajectoire qui voudrait porter la France vers quelque chose. Ou s'occuper plus précisément des problématiques des Français. Alors, très bien, Gabriel Attal a été un très bon porte-parole, il a très bien exécuté la tâche, il a été un éphémère ministre de l'Éducation nationale avec quelques mesures phares dont l'essentiel n'est pas mis en place à part la baya sur laquelle le Premier ministre de la France insoumise reviendra immédiatement puisque c'est ce qu'ils disent tous. C'est évidemment du deuxième degré, oui, puisque, chers auditeurs, il n'y aura pas pour l'instant. C'est du deuxième degré. Voilà. Et enfin... il aura été un Premier ministre qui se solde par un chaos, même s'il a essayé de sauver les meubles. Je veux dire, quand j'entends Monsieur Moreau dire on va sauver nos sièges, tous ces politiques sont vraiment dans cette posture. Moi-même qui suis élue, je les ai vus aller au combat législatif avec des mots qui, à mon avis, sont complètement déplacés et ne collent plus du tout avec ce qu'attendent les populations, les électeurs. Ça, c'est du tous pourri, donc il y a quand même des gens qui sont bien. Non, je dis pas du tous pourri. Je dis que avant de penser à se rasseoir dans un fauteuil, qu'est-ce que tu veux en faire? Et qu'est-ce que t'en as fait? Quelles ont été les trahisons qui ont été portées par la Macronie? Parce qu'il faut quand même aussi en parler de ce qu'ils avaient promis, de la proportionnelle par exemple, qui était un vœu cher à Macron. On n'a pas touché du tout ce dossier par exemple. Je ne parle que des dossiers les moins en tout agaçants. Cas, la stature présidentielle, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler. Par exemple, Prisca Thévenot dit de Gabriel Attal, il est l'homme fort du bloc central aujourd'hui, indéniablement. Oui. Moi, ce que je trouve quand même un peu problématique de manière un peu générale, et la situation d'aujourd'hui le montre, c'est que la France, à mon avis, est portée par une tradition de bipartisme, donc avec un parti de gauche et un parti de droite. Il peut y avoir des nuances à l'intérieur, mais c'est quand même fondamentalement le cas, y compris quand vous regardez aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans des démocraties, des grandes démocraties, pas forcément comparables, mais qu'on peut également avoir en tête. Et je pense qu'aujourd'hui, ce bloc central, qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il ne correspond pas à une politique, à une idéologie claire, est quand même voué, je pense, à disparaître. Là, effectivement, ils sont en sursis parce que ce Front républicain, comme je disais tout à l'heure, a fait qu'ils en ont bénéficié au premier titre, encore donc plus pour que vous, le Renaissance va disparaître là. En réalité, je pense que la tradition politique française, c'est d'abord un bipartisme. Il y aura une recomposition à droite, il y aura une recomposition à gauche qui est d'ailleurs en cours, mais je pense que ce bloc central ne correspond à rien idéologiquement. Mais ils n'ont pas d'idéologie, c'est-à-dire que le macronisme, il n'y a pas de doctrine. Si, bien sûr. Il n'y a pas de doctrine, je suis désolée. Alors, pour conclure, Martin, déjà... Est-ce qu'ils ont une idéologie Renaissance ? Mais en 2024, plus personne n'a d'idéologie. Déjà, ce qui serait bien, c'est de savoir s'ils ont un projet. Et en fait, Emmanuel Macron a passé l'élection présidentielle de 2022 sans avoir de programme. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que si on est tellement dérouté en ce moment, c'est aussi parce que aucune force politique n'est en capacité de présenter un projet politique et sociétal lisible. D'accord. Donc l'idée, c'est avant de se poser la question sur Gabriel Attal, c'est qui et comment et quel parti. On n'a pas parlé des projets pendant les élections, pendant les législatives. On n'a pas entendu parler des programmes. On doit laisser l'antenne et chers amis. Philippe Moreau-Chevrolet, vous aurez un petit mot de fin à nous donner ? Oui, alors on est tous bien d'accord que c'est pas du tout l'urgence, mais ce qui pourrit en ce moment la composition du gouvernement, c'est la présidentielle, et ce qui est à l'agenda de tous les candidats, de tous les postulants Premier ministre, de tout le monde, c'est la présidentielle. C'est ça qui fait aussi qu'on n'arrive pas à trouver un gouvernement en ce moment. C'est qu'ils ont tous des agendas dans leur micro-niche, avec leur micro-groupe parlementaire. Ils ont tous des agendas pour 2027. Merci beaucoup, à vous. Philippe Moreau-Chevrolet. Je rappelle que vous êtes consultant en communication politique, professeur de communication à Sciences Po. Les vraies voix du soir, c'était Pierre-Yves Martin. Merci, bonne soirée. Quelle soirée. Ouais. Vous aussi, Tom Conan. Merci beaucoup. Merci à vous et Corinne Tapiero. Et Joe Biden qui nous accompagne la soirée encore une fois. Brigitte Macron aussi. Pardonnez-nous, mais quand ça nous suit, ça nous suit. Voilà. Allez, on vous embrasse. Osez investir.